le philosophe doit-il se spécialiser? Celui qui veut vivre doit-il devenir un spécialiste, un hyper-spécialiste? Comment rester dans cet espace qui fait de la vie une formidable aventure, une continuelle entreprise de régénération? C'est toute la question pour moi. Rester vivant en se tenant, comme disait Rilke, dans l'ouvert. Ou bien devenir un philosophe, mais alors là je mettrai des guillemets au sens restreint du terme, au sens universitaire, au sens moderne du terme, au sens de ce qu'on appelle aujourd'hui un intellectuel, quelqu'un qui écrit des livres, non pas quelqu'un qui vit forcément en philosophe, au sens où les anciens l'entendaient, je veux dire les stoïciens, les philosophes qui ont inventé la philosophie en Grèce il y a 2000-2500 ans. Le risque, c'est, je crois, de faire de la philosophie une profession et de passer à côté de la vie pour pouvoir s'attribuer un titre. Néanmoins, on peut avoir le souci légitime de se spécialiser en partie, de préciser une compétence, ne serait-ce que pour pouvoir la vendre dans cette société afin de s'y intégrer, d'échanger sa force de travail comme un salaire. Enfin, c'est le métier comme gagne-pain, ça. C'est une des réalités de la vie quotidienne aussi. Comment vivre dans cette société? Ou faut-il vraiment en sortir? Mais si on veut vivre dedans, il faut bien lui rendre des services et donc d'une certaine manière ciseler une compétence qu'on pourra monnayer sur le marché du travail. Donc il y a là une véritable difficulté entre d'un côté le désir de vivre qui exclut toute performance et de l'autre côté le besoin de rester relié à une société, à une économie, avec ses contraintes. Une loi que j'emprunte justement à l'économie, à un économiste contemporain qui s'appelait Pareto. Cette loi de Pareto dit que 80% des effets produits sont le résultat de 20% des causes. Voilà. Ce que je reformulerai en disant que 20% des forces que nous sommes capables d'investir dans une activité, 20% donc de notre potentiel, nous conduit, nous permet d'atteindre, nous permet d'approcher à 80% l'idéal maximal dont nous sommes capables. C'est une loi de l'économie que j'applique à la vie. C'est une loi qui me permet, à la suite des travaux d'Edgar Morin, de critiquer ce qu'on appelle donc l'hyperspécialisation du savoir universitaire. Et je dirais aussi par anticipation, avant de vous expliquer de quoi il s'agit et comment ça fonctionne pour moi, que c'est une manière assez élégante de ramener sur le tapis cette vieille réflexion de Roland Barthes sur le dilettantisme.
notion qui a mauvaise presse, évidemment, auprès des professionnels du savoir que sont les intellectuels de l'université. Alors, cette loi a un premier intérêt. Elle nous rappelle qu'il y a un maximum et que nous buterons tôt ou tard sur un plafond de verre. Elle nous rappelle que notre marge de progression n'est jamais infinie, elle n'est pas indéterminée. Mais au-delà d'un certain investissement, donc c'est 20% de cause initiale, notre rendement marginal, pour parler encore comme les économistes, notre rendement marginal diminue. Donc je suis particulièrement préoccupé par la question du temps qu'il nous reste à vivre, du temps que nous avons à passer sur cette terre et de la mission, si nous en avons une, ce qui me semble quand même être le cas, de cette mission que nous avons à accomplir et pour laquelle le temps nous est compté. Ne perdons pas notre temps. Alors on pourrait croire que nous ne perdons pas notre temps lorsque nous nous fixons un but et que pour atteindre ce but, cet idéal, ce maximum, nous investissons 100% de notre énergie dans cet objectif. Mais la vie est malheureusement plus complexe que ça, car la vie ne se résume pas à un objectif. On peut essayer de la simplifier, mais le risque est qu'en simplifiant notre vie à un seul objectif, en vue duquel on investit 100% de nos énergies, eh bien, le risque est que nous passions un peu à côté de la vie. Parce que la vie est faite de beaucoup de choses. Nous avons un corps auquel il serait dommage de ne pas consacrer une attention suffisante. Nous avons des émotions, une vie affective à laquelle on ne renonce pas sans danger. Nous avons une vie intellectuelle, un besoin de comprendre, et nous avons aussi une vie peut-être plus marquée pour les uns que pour les autres, une vie spirituelle et des besoins spirituels. Et je reprendrai encore inlassablement cette idée de Platon, selon laquelle on va à la vérité avec tout son être et non pas avec son intellect seulement. On ne peut pas vouloir vivre en philosophe, ce qui pour moi signifie aspirer à devenir plus sage au sens où les anciens l'entendaient, sans rester ouvert à toutes ces dimensions de l'existence. Et inversement, on ne peut pas tirer un trait sur l'un ou l'autre des aspects de la vie, de ces aspects fondamentaux de la vie, le corps, la vie émotionnelle, la vie intellectuelle et la vie spirituelle, sans risquer de fragiliser l'ensemble, sans risquer de mettre en péril la vie tout entière, comme il me semble que le font un trop grand nombre de philosophes qui sont tout simplement des spécialistes universitaires, des spécialistes de l'histoire de la philosophie, des spécialistes du concept, des raisonneurs, de bons coupeurs de cheveux en quatre. Edgar Morin dit des crétins universitaires. Crétins parce que leur hyper-spécialisation les rend aveugles à leurs angles morts, aux angles morts de leur existence, à ces angles morts dans lesquels se joue parfois tout ce qui les fera courir à leur perte. Alors, cette loi de Pareto peut être comprise comme une invitation, évidemment, pour chacun d'entre nous à déterminer quelle est
son avantage absolu. Il y a parmi nous des gens qui ont une intelligence manuelle, d'autres une plus grande intelligence émotionnelle, d'autres une plus grande intelligence logique, et d'autres une ouverture spirituelle privilégiée. Certains deviendront plombiers, mécaniciens, d'autres psychologues, d'autres philosophes, logiciens, ingénieurs, d'autres seront plus tournés vers les subtilités de la vie spirituelle. Enfin, toutes ces compétences sont inégalement distribuées parmi les hommes et le risque, quand on identifie cette compétence, si par exemple j'ai la carrure de Chabal, eh bien je ferai du rugby. Et le risque est d'y investir tellement d'énergie que je passe à côté de toutes les autres dimensions qui sont aussi, je ne dirais pas aussi importantes, mais qui sont essentielles à l'équilibre global d'une vie. Le risque est celui-là. Et le risque est donc de fragiliser l'ensemble parce que j'aurais survalorisé mon avantage absolu. Donc, il faut rapidement déterminer son avantage absolu et il est utile socialement de le cultiver afin de pouvoir trouver la place qui nous convient dans la société. Prenons l'exemple de l'athlétisme, par exemple. Eh bien, si vous avez le corps que j'ai, vous serez plutôt un coureur de demi-fond ou de fond. Si vous êtes un petit peu plus grand et plus tonique musculairement, vous serez un sprinter. Si vous faites 2 mètres et 100 et quelques kilos, eh bien, c'est pas de la course que vous ferez, c'est du lancer de poids, du lancer, parce que c'est une pratique qui correspond au corps que vous avez. Alors, ce que dit cette loi de Pareto, c'est qu'il est sage de comprendre que, en fonction des qualités que la nature a mises en vous, des qualités qu'elle vous a données, en fonction de ce qu'en économie on appellera, si vous voulez, l'avantage absolu qu'elle vous a donné, il est sage de comprendre que vous pouvez atteindre 80% de votre maximum, de votre idéal maximum, en y investissant seulement 20% des forces que cette nature a mises en vous. Alors, pourquoi se limiter? Pourquoi cette auto-limitation? Parce que, comme je le disais, et je le répète, j'insiste là-dessus, au-delà, votre rendement marginal décroît. L'effort que vous allez devoir produire pour passer de 80% de votre maximum à l'effectuation de 100% de votre potentiel, c'est 20% de productivité gagnée vont vous coûter 80% de l'énergie dont vous disposiez au départ. Le rendement est donc sensiblement inversé. Et c'est la raison pour laquelle il faut y réfléchir. Mais il y a une autre raison qui ne tient pas simplement à ce calcul de rentabilité. Je crois que ce qui explique fondamentalement le bon sens de cette loi de Pareto, c'est que la nature nous veut nous rappeler par là, que la vie est quelque chose de complexe,
que nous ne devrions pas, pour continuer avec le vocabulaire des économistes, nous ne devrions pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Nous devons investir nos énergies dans les différents compartiments de l'existence de manière à avoir une vie équilibrée. Je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle la vie ou la nature utilise la loi de Pareto. Tout se passe comme si, en tout cas, cette loi visait à nous décourager, et notre volonté d'hyperspécialisation, à décourager la tentation narcissique de l'hyperspécialisation, décourager notre tentation à la performance. Une vie humaine n'est pas une performance. Alors, la vie professionnelle, oui. Notre vie dans la société ressemble à bien des égards à un exercice de performance. Elle est de l'ordre de la compétition, nous sommes d'accord. Et il peut être utile dans un contexte, dans un environnement concurrentiel, de prendre le risque de voir notre rendement marginal diminuer, je veux dire, de nous investir au-delà de ces 20% de causes qui produisent ces 80% d'effets, de manière à nous hyper-spécialiser un petit peu, de manière à nous faire identifier par la société comme ayant certaines compétences pour y trouver sa place. Mais vivre toute sa vie selon ce principe et passer ensuite toute sa vie à cultiver une spécialisation, ça c'est prendre le risque de passer à côté de la vie. Donc si vous vivez dans un monde concurrentiel dans votre tête ou dans un environnement concurrentiel au niveau de votre intégration dans la société, vous pouvez passer outre la loi de Pareto et pour obtenir un maximum d'effets, vous investissez jusqu'à 100% de votre énergie dans cet objectif. C'est possible. C'est ce que font tous les grands champions, tous les grands chefs d'entreprise, tous les grands politiques, tous les grands militaires, par exemple. Donc à un moment donné, il n'y a plus de calcul de rendement marginal qui tienne. Quand toute votre vie tient à la réalisation maximale d'une compétence, eh bien là, c'est 100% des forces, 100% de notre potentiel qui doit être investi. Mais ce sont, je crois, dans la vie des occasions particulières, des occasions exceptionnelles. Les grands rituels de passage sont de cet ordre-là. Comme par exemple, pour moi, l'a été la dernière année de mes études de philosophie, lorsque j'ai décidé de passer l'agrégation, eh bien, il ne suffisait plus de me contenter d'acquérir des compétences suffisantes en philosophie pour ma vie. Il fallait absolument acquérir le maximum de compétences possibles, sachant que un concours de cette sorte est une espèce de compétition dans le noir, puisque vous ne connaissez pas le niveau de vos concurrents et vous n'avez donc absolument pas d'autre choix que d'investir tout simplement le maximum des énergies dont vous êtes capable. Donc c'est une année dans laquelle, je me souviens, au cours de laquelle j'avais renoncé à faire du sport, à sortir,
j'avais mis de côté toute ma vie affective, toutes mes passions sportives et autres. Voilà, de manière à concentrer le maximum de causes en vue d'obtenir 100% de l'effet recherché. Mais encore une fois, et pour préciser le contexte, cette négation de la loi de Pareto s'applique dans un contexte concurrentiel. Or, il n'est pas sûr que la vie se résume, comme Darwin nous l'a peut-être un peu trop vite fait croire, il n'est pas sûr que la vie se résume à une lutte, qu'elle ne soit qu'une affaire de concurrence et de compétition. Il y a tout lieu de parier, en tout cas c'est ce que nous disent les sagesses du monde, d'Orient et d'Occident, taoïsme, bouddhisme ou même stoïcisme. Il y a tout lieu de parier que la vie soit aussi une affaire d'équilibre et d'harmonie. Et que, par conséquent, investir 100% de ses énergies, de son potentiel dans une direction unique, c'est prendre le risque de marcher sur une jambe, de se laisser déséquilibrer au prochain virage. Bon, alors on le voit, hein, si notre but est de vivre, je dis bien de vivre, et non pas simplement de trouver sa place dans la société, d'accomplir une performance et de prendre sa place dans un environnement concurrentiel. Si notre objectif est de vivre, il faut tenir compte de cette loi de Pareto pour rester ouvert. Ouvert à tous les paramètres qui vont permettre d'améliorer la qualité de la vie. Améliorer tous les paramètres décisifs pour la qualité de la vie. D'autant que l'amélioration de 20% de ces paramètres, peut-on aussi déduire de la loi de Pareto, l'amélioration de 20% de ces paramètres détermine une amélioration de 80% de la qualité de vie. Et j'ajouterai, et spécialement si les facteurs ou les paramètres auxquels vous vous intéressez sont les facteurs limitants de votre progression. Spécialement si vous vous intéressez non pas à telle ou telle de vos qualités secondaires, mais à tout ce qui constitue chez vous un facteur limitant de votre progression. Alors, les grands facteurs limitants empiriquement, ce sont l'émotionnel, le sens logique, la diététique, le rapport à l'alimentation et à la santé d'une manière générale. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais prolonger un tant soit peu à l'attention de tous ceux qui ont envie de devenir philosophes ou à l'attention de tous ceux qui, dans les milieux que je fréquente, les milieux du sport, des arts énergétiques et martiaux chinois par exemple, dans les milieux du Qigong, lorsque je vois ces spécialistes, hyper spécialistes, évidemment quelque chose me chiffonne, voilà, que j'ai voulu exprimer par cette réflexion sur la loi de Pareto. Quelque chose me chiffonne aussi dans les milieux de la diététique ou de la nourriture pranique, lorsque je vois ces performateurs, ces jeûneurs hyper performants que sont les praniques qui s'attribuent même des grades et des niveaux, tout en prétendant s'inscrire dans une voie chamanique.
qui m'interroge, comme à chaque fois que je vois un être humain courir sur une longue durée à la recherche d'une performance. Il y a là, pour moi, quelque chose de fondamentalement contraire à la vie, dirais-je, qui nous invite au contraire à nous tenir dans l'ouvert, pour reprendre encore une fois cette formule de Rilke. Mais l'hyperspécialisation est une tendance lourde, est une exigence majeure du monde concurrentiel dans lequel nous vivons, qui est celui de l'économie libérale, dont les modes de pensée finissent par influencer même le monde de la méditation, même l'univers de la nourriture pranique et des élèves d'Henri Montfort, par exemple. Cette tendance cette course à la performance qui rétrécit la vie, qui restreint la vie, qui déteint sur le monde de la spiritualité et de la poésie. C'est un lieu d'interrogation pour moi, c'est un lieu d'étonnement auquel je ne cède pas, et auquel je réponds aujourd'hui par une réflexion sur la loi de Pareto, qui me semble contenir en creux, tel n'était pas évidemment l'objectif de Pareto, mais cette loi me semble contenir en creux une indication très utile pour tous ceux qui cherchent une vie plus sage, je veux dire une vie plus ouverte et plus riche. Bon, voilà, il faut se résoudre à l'idée qu'il y a dans ce monde des courants de sagesse qui conçoivent la sagesse sur un mode concurrentiel, mais je crois que ce n'est pas une fatalité. Donc, la loi de Pareto est finalement une invitation à ne pas en faire trop, et c'est une invitation à renoncer à tout objectif de performance. C'est un encouragement à garder ses forces, puisque 20% seulement des causes produisent 80% de l'effet possible, du maximum possible. Eh bien, gardons nos forces et utilisons ce reste pour équilibrer notre vie. Ayons une vie plus équilibrée, plus harmonieuse. Ce n'est pas une course. Enfin, évidemment, tout dépend du paradigme, je dirais, concurrentiel, ou au contraire du paradigme d'harmonie dans lequel nous nous situons. Il y a des darwiniens, et puis, que voulez-vous, on ne peut pas les éliminer, même du champ de la philosophie et de la sagesse. Il y a des prétendants à la sagesse qui prétendent sur un mode concurrentiel. Nous ne sommes pas pour cela obligés de souscrire à cette approche. Il y a une approche beaucoup plus harmonieuse de la sagesse, et je crois qu'elle est à l'arrière-plan, où elle fait partie des conséquences, des implications de la loi de Pareto.